Camaïeu, San Marina, Tati, André, Naf Naf, Célio, Pimki, Koukaï, la Halle aux chaussures ou même le Coq Sportif, c'est une liste non exhaustive de marques françaises qui ont fait faillite et qui ont totalement disparu, ou qui ont été subventionnées ou rachetées pour survivre, ou simplement qui sont vraiment à la ramasse comparé à la concurrence étrangère. L'industrie de l'habillement en France subit une de ses plus grosses crises depuis le début de son histoire. C'est littéralement toutes les marques de sable franco-françaises qui se sont cassées la gueule depuis ces 10 dernières années, et on remarque un truc assez intéressant, les seules marques françaises qui continuent de becqueter ou carrément qui se goinfrent, c'est souvent les marques de luxe ou les marques qui se sont internationalisées de ouf, et en général c'est surtout des marques qui coûtent assez cher. On le voit avec Lacoste qui a été racheté par une société suisse et qui, contrairement à ce qu'on pourrait le croire, ne vend pas majoritairement en France, mais son premier marché est aux States. Pense aussi à Salomon qui a été racheté par le chinois Anta et qui lui aussi n'a pas du tout la France comme marché principal ni prioritaire. Et même Veja, qui est encore un bail tenu par des Français, c'est pareil, c'est aux States que ça se passe. Les marques françaises historiques qui n'ont pas pris le virage du luxe, du prestige ou du haut de gamme se font éteindre une à une, et c'est souvent les marques qui décident de miser le plus sur le marché français qui finissent par disparaître le plus vite. Et ça, malheureusement pour la France, tu le vois dans plein d'autres industries, que ce soit la tech ou l'automobile. Jamais perdu Nine ? Jamais. Alors on est obligé de se demander pourquoi les marques de sable françaises font toutes faillite ou vont bientôt faire faillite. Ça va les amigos? Bonjour! Nouvelle vidéo, il fallait absolument qu'on parle de ce paradoxe français où la France a plutôt une belle image assez romantisée un peu partout dans le monde, sauf en France. Bon, en vrai, c'est pas trop le cas non plus dans les pays voisins, genre la Suisse ou la Belgique, parce que nous, on est juste à côté, on la voit la supercherie. Pour moi, qui suis un bouc de Genève, Paname, c'est pas la ville lumière, hein. C'est littéralement Genève en plus grand, avec plus de rats, des punaises de lit à droite à gauche, et une grue au milieu de la ville. Qu'est-ce que tu foutres ici? Pour le reste du monde, beaucoup idéalisent la France et les produits français. Je pense qu'on a tous déjà vu ce genre de reportage où t'as des boulangers ou des coiffeurs qui touchaient 1002 en France et qui sont devenus millionnaires du jour au lendemain juste en faisant exactement la même chose, mais au States ou à Dubaï. Apparemment, c'est pareil pour la sape. Quand une marque arrive à se faire une renommée et s'exporter à l'international, ça brasse un max, ça devient Louis Vuitton, ça devient Lacoste, et quand ça reste dans l'hexagone, ça devient le Coq Sportif, Hermès ou Célio. Et la raison est assez simple, mais pour vous l'expliquer, il va falloir comme d'habitude remettre du contexte historique sur la sape en France, et au passage liker la vidéo et t'abonner à la chaîne. Aujourd'hui, si tu veux t'acheter ta sape, tu vas probablement sur internet. Les plus judicieux d'entre vous vont sur des sites genre shop.rapidscrew.com pour choper la Air Origami qui restock pour la dernière fois la semaine prochaine, le vendredi 6 octobre à 20h. D'autres, un peu moins judicieux, vont un peu partout et souvent sur des sites de marques de fast fashion. Des milliers de choix en termes de style, de couleurs et de matériaux à des prix imbattables. Forcément, ça fait rêver, mais il y a 70 piges, tout ça n'existait pas et les modes de consommation du vêtement en France étaient complètement différents. Dans les années 50, c'était vraiment la débrouille. Quasiment toutes les ménagères savaient utiliser une machine à coudre et forcément on privilégiait la récupération et la réparation de vêtements plutôt que de les foutre à la poubelle et en racheter. La culture du vêtement jetable n'existait pas encore et la culture du vêtement fashion entre guillemets n'existait pas vraiment non plus. L'extravagance et les beaux vêtements toujours entre guillemets étaient réservés à ceux qui avaient pas mal d'oseille et qui pouvaient aller chez les grands couturiers. Sinon le reste du monde avait plus ou moins le même type de sape dans souvent les mêmes tons de couleurs. À ce moment de l'histoire, la diversité en termes de style c'était pas trop ça. Il y avait pas 10 000 micro-trends plus bizarres les unes que les autres. On va dire que selon ton budget, les choix étaient plutôt restreints. Non mais c'est pas possible ça. Non, ça va pas le faire, hein. On n'avait pas de fast fashion, il n'y avait pas du tout encore la notion d'imiter les sapes de grands couturiers ou des tendances du moment, mais on avait déjà des boutiques comme Tati à Barbès qui importaient de la sape de Tunisie pour les revendre en France. C'était pas la folie, c'était juste des vêtements en moins cher, mais apparemment c'était assez pour matrixer les gens à l'époque. Il a fallu attendre dans les années 70 après qu'Yves Saint Laurent se lance dans le prêt-à-porter pour voir débarquer les nouvelles marques qu'on connaît tous aujourd'hui, que ce soit Zara en Espagne qui dès le début avait comme filon de copier les sapes de grands couturiers en moins cher, et c'est aussi à cette période dans les années 70 qu'on verra l'apparition de nouvelles marques françaises comme Pimki, Naf Naf ou Célio. Et à partir de là, l'histoire elle commence à nous intéresser. À ce moment-là, on était encore très loin du monde ultra mondialisé qu'on connaît aujourd'hui, il y avait d'ailleurs pas de McDo en France encore, et les marques françaises du style Tati, Célio, Jules, Naf Naf et toute la clique, elles se battaient entre elles pour le marché français. Au fil des années, elles grandiront avec leur public et elles avaient plutôt un franc succès, mais petit à petit, de nouveaux acteurs entreront en jeu. Dans les années 90, on a vu pop en France les Zara, les H&M, les CA, et là, ça deviendra déjà plus compliqué, et ça s'accentuera à chaque nouveau gros événement qui facilitera la mondialisation et l'apparition de nouveaux acteurs dans le marché français. D'abord l'ouverture de la Chine au commerce mondial, puis l'arrivée d'internet et du e-commerce, et autour des années 2010, ça commençait à devenir de plus en plus compliqué pour les marques françaises, même si, étonnamment, selon plusieurs sondages, les marques françaises avaient encore énormément la cote il y a encore 6 ans. Par exemple, on peut voir que dans le top des marques préférées des hommes français en 2017, on avait apparemment que des
des marques françaises. Célio, Jules, Brice ou Armand Thierry. Pareil quand on leur demande où ils ont fait les soldes. On a toujours le droit à du Célio, du Jules ou du Décathlon. Mais alors, qu'est-ce qui a cloché avec les marques françaises ces 3 dernières années où on a vu une épidémie de faillite? Mais surtout, qu'est-ce qui a cloché ces 40 dernières années où en dehors du luxe, les marques françaises étaient vachement à la ramasse face au reste du monde? Bonne question. Et bah pour ces 3 dernières années, faut pas être un génie. L'épidémie de faillite, elle est liée à une autre épidémie qui a foutu dans la merde les anciens qui avaient pas assez coffré. Mais justement, si toutes les marques françaises ont plongé en même temps, c'est peut-être pour des raisons un peu plus profondes. Évidemment, comme on l'a vu, toutes les marques françaises n'ont pas plongé, même certaines ont au contraire explosé à la même période, notamment les marques de luxe. Et une des raisons pour expliquer ces dichotomies de la sape française, où d'un côté la sape de luxe surperforme dans le monde entier, et de l'autre côté les vêtements de marque plus modestes flopent de ouf, c'est déjà parce que la France est victime de son image. À l'étranger, quand on imagine le vêtement français, on veut rêver, on a une certaine exigence sur le produit, et on est prêt à y mettre le tarot. C'est souvent ce que font les Asiatiques. Va savoir pourquoi, quand ils sont blindés, ils deviennent automatiquement matrixés par la France, le vin et le luxe, et tu te doutes bien que Célio, ça fait pas trop rêver. Ça pour le coup, ça n'a jamais changé au moins. Si tu veux, c'est un peu pareil que la qualité allemande dans l'automobile. Si on te parle de voiture allemande, t'es en train de rêver de Porsche, de Mercedes, d'Audi, mais pas d'une Opel Corsa. Carrément, tellement c'est gaze, je suis sûr qu'il y en a qui étaient persuadés qu'Opel c'était une marque française. Je te demande pardon? Quand une marque française fonctionne très bien, vous pouvez être assuré à 100% que c'est parce qu'elle a surtout pété à l'étranger. Et pour péter à l'étranger, il faut avoir une certaine forme d'excellence. Que ce soit la marque de luxe comme Dior ou Louis Vuitton, en étant une certaine référence culturelle à la Lacoste, ou simplement en excellant dans un domaine comme Salomon qui étaient les pionniers du trail. Et la raison pour laquelle faut pas trop miser que sur le marché intérieur, c'est peut-être parce que le français est un consommateur très différent de l'anglo-saxon et notamment de l'américain. Aux States, il y a une vraie différente culture de l'oseille. Là-bas, tout le monde est endetté, il a moins $800 sur son compte, il va s'acheter une paire de Prada normale, et en plus, il va s'en prendre une bien moche. Là où le français, il va avoir 5 à 10K sur son compte épargne, et contrairement à l'américain, il va préférer acheter sa paire chez Zara à 39 €, histoire de coffrer un peu plus. Non, pas de sachet à 10 centimes, je fais des économies donc. Il y a une vraie culture de l'épargne en France. Apparemment, c'est les champions d'Europe de l'épargne et de sacrés sgegs en investissement. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude de BlackRock. En gros, en France, ça coffre pour coffrer, au cas où, mais c'est aussi parce que la vie, elle est bien sec là-bas. C'est pour ça que le consommateur français a tendance à coffrer plus et consommer nettement moins, même si quand on regarde le titre de cette étude de l'INSEE, on peut lire qu'étonnamment, le français a une consommation par habitant au-dessus de la moyenne de l'UE, mais c'est simplement parce qu'il se fait allumer par le coût de la vie, que ce soit par les taxes, les impôts, le coût du logement, etc. Et quand on téma ses dépenses dans la sape, on voit qu'il est quand même assez loin de ses confrères européens. Le français, en général, contrairement à ce que peut penser le reste du monde, il aime pas trop dépenser dans la sape, et il aime pas trop dépenser tout court d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a un mème qui tourne pas mal sur internet et que vous avez sûrement déjà vu passer, c'est le French Dream. En gros, vous l'aurez capté, c'est une référence à l'American Dream qui fait rêver tout le monde, mais en version française. Et bon, comment dire, la version française fait quand même un peu moins rêver. Il y a une ambiance de backroom un peu, ça parle de Renault Espace, d'endettement sur 2 générations pour s'acheter une villa mitoyenne dans une zone pavillonnaire miteuse, de flunch, de pâte au beurre et de gâteaux Eco Plus, la vie modeste et assez monotone du français de base. Bon, ça reste un mème, mais en général, il y a toujours une part de vrai dans ce genre de mème, ça en tique quand même un peu sur la façon de consommer des Français. Et c'est peut-être pour ça que t'as toi aussi probablement remarqué un truc intéressant. C'est assez rare de trouver une marque indé française de sape qui vend des produits à plus de 200 €. En général, ils préfèrent éviter cette friction du prix, là où aux States, ils en ont rien à foutre. Par exemple, Kool Kai, qui s'est récemment fait planter par Nike, il vendait certains de ses bootlegs à 300 $ normal. Lui, il vend sa Bebsta au Fouet à 295 $, là où en France, même s'il y a évidemment toujours des exceptions, la plupart des marques indé préfèrent avoir un tarot plus accessible. Et quand tu développes un produit avec cette limite de prix en tête, ça te restreint énormément sur tes produits. Par exemple, sur les matériaux, où tu dois passer d'une veste en vrai cuir à une veste en simili-cuir si tu veux la vendre en dessous des 200 €. Sur l'origine de production, où tu te rends assez vite compte que pour certains produits, si tu veux rester sous la barre des 200 balles, t'es obligé de passer par l'Asie. Ou même sur le design en lui-même, parce que si vous avez suivi la toute première vidéo de la chaîne, la complexité du design est un très gros facteur du coût de production. Et par exemple, avoir une paire fabriquée en Europe à moins de 200 balles, c'est tout à fait possible, mais faut que le bail ce soit une Stan Smith avec 2-3 logos imprimés dessus, quoi. Et cette stratégie autour du produit pas cher, ou du moins réfléchi pour être moins cher, on la voit très bien avec des marques comme le Coq Sportif, qui est quand même une marque de sportswear qui existe depuis le 19e siècle. Elle était là avant Adidas, Puma, New Balance et même Karoo. Dites-vous, le bail a presque 200 ans de plus que Nike, et pourtant c'est une des marques de sportswear les plus gaises du monde. En 250 ans de carrière, il n'y a pas une seule paire potable, c'est une dinguerie. Ils sont à la ramasse derrière des Mizuno, des Saucony, des Hummel, même Umbro ou Karoo c'est au-dessus, et actuellement la marque elle est aussi dans un sacré bourbier. En 2020, ils avaient signé un contrat pour être les équipementiers des JO de Paris, et apparemment, ils viennent de se rendre compte quelques mois avant les JO qu'ils avaient pas de
balles. Là, ils sont en galère de 30 millions d'euros. Mon Dieu, mais qui m'a envoyé? À l'inverse, on a Apple qui explique chez Harvard que lorsqu'ils développent un produit, ils ont jamais cette limitation autour du prix. Ils privilégient la qualité, la performance et l'innovation pour répondre aux besoins et aux attentes de leurs clients plutôt que de simplement chercher à minimiser les coûts de production. C'est pour ça qu'ils vendent des casques à 3000 balles d'ailleurs, et c'est probablement aussi pour ça que c'est la marque qui brasse le plus au monde. Pour rester dans la SAP, c'est également ce que font les marques de luxe qui n'ont pas de limite sur le développement de leurs produits. Pareil pour Nike ou Adidas qui peuvent te vendre des chaussures de course à 600 balles, mais c'est absolument pas ce que fait le Coq Sportif ou Célio. Et c'est peut-être là où la plupart des marques françaises ont perdu. C'est que leur rôle, en s'adaptant aux consommateurs français, c'était juste de vendre des vêtements moins chers. Et quand ta seule plus-value c'est d'être moins cher, bah sans surprise, tu finis assez vite par te faire éteindre par la nouvelle concurrence chinoise qui vend plus ou moins les mêmes produits, pas 2 fois ni 3 fois moins cher, mais carrément 10 fois moins cher sur certains articles. On a vu que le client français était plutôt une pince, surtout quand il s'intéresse pas spécialement à la SAP. Donc bon, s'il a le choix entre une paire de Lecoq Sportif, un t-shirt Célio ou un bail équivalent sur Chine à 10 fois moins cher, Moi je pense que la question elle est vite répondue. terrible hein, mais toutes ces marques, que ce soit Tati, Koukaï, Naf, etc., elles ont toutes eu plus ou moins la même histoire. Des entreprises françaises historiques qui étaient là depuis des dizaines d'années, qui ont probablement regardé de haut l'arrivée d'internet et de la concurrence en se pensant intouchables, parce qu'ils avaient des années d'avance. C'était des entreprises lourdes qui n'ont pas pu s'adapter et réagir aussi vite que les nouveaux arrivants, et qui ont fait des choix assez douteux, voire des magouilles comme chez Gosport qui est carrément accusé d'escroquerie en bande organisée. Contrairement à des Veja qui se démarquent en étant les premières figures de la sneakers éthique, Salomon qui sont aussi parmi les premiers dans le trail, les autres, elles ont pas grand chose pour se démarquer, et c'est un peu des vieilles marques qui sont là pour être là quoi. Elles ont pas trop d'intérêt, à part à la rigueur leur rôle social, elles permettent de créer de l'emploi en France, voilà, c'est tout. Donc si vous voulez préserver l'emploi en France, moins de Stussy et de Nike et plus de Célio et de Coq Sportif, sinon laissez-les crever hein, perso... C'est pas mon dos. Voilà. La vie de ma mère, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je cours dans la ville, c'est le marathon. Je crois que j'ai brûlé le sud, faut appeler les pimpons. C'est la fin de la game, t'as entendu le gong. Toi tu dois des sous, je trouve le temps il est long. Mon sourire il est long quand ma money est longue. Couteau dans le dos mais on n'est pas à long. Y'a de la lumière sur moi, je me mettrai pas à long. Combien je fais de victimes, je pourrais pas dire le nom. Sur le bigot, toute la semaine j'entends que des échos. Avec mon équipe, on fait...